On pourra dire ce que l'on veut sur l'année 2019. Mais je considère qu'en termes de pure création, qu'en termes de pur divertissement, qu'en termes de pur 7e art, elle fut passionnante. On sent que dans cette année 2019, les cinéastes ont cherché à faire des choses, à proposer un cinéma qui cherche justement à aller à l'encontre de ce que les studios cherchaient à mettre en place face à eux. Finalement, si beaucoup ne retiendront que les remakes, les suites, les reboots et les réinventions de sagas déjà existantes, on sent que derrière tout cela, il y a également eu toute une vague d'auteurs qui ont cherché à nous offrir de la nouveauté, de l'inventivité et de proposer un cinéma qui sorte du lot, qui aille dans une direction que personnellement j'ai beaucoup appréciée et vous risquez certainement de retrouver plutôt cela dans mon top. En tout cas, comme chaque année je le répète, ce top est purement et simplement personnel. Il n'engage en rien vos goûts et vos couleurs et libre à vous de proposer vos films préférés de l'année dans les commentaires pour me contredire ou me faire découvrir des choses. Voici donc mes 10 films préférés de l'année 2019, à commencer bien évidemment par, comme j'ai l'impression chaque année, les numéros 10. Je les ai mis tout simplement l'un à côté de l'autre parce que j'ai la sensation que dans leur type de production respectif, ils ont essayé d'apporter de la nouveauté. Du côté des Français, Le Chant du Loup s'est surtout imposé comme un élégant geste de cinéma, une expérience sensorielle et cinématographique intense et rare, comme finalement peu de longs métrages français ont su le faire en 2019. S'il est indéniable que Antonin Baudry n'a pas forcément totalement maîtrisé son film, il n'en a pas pour autant réduit la sève dramatique et réaliste, ce qui suffit à donner lieu à une œuvre forte et intense. Et de son côté, Martin Scorsese a fait de The Irishman la proposition ultime de cinéma pour Netflix, démontrant bien que la plateforme de VOD en avait sous le capot et surtout laissé la main totalement libre à ses auteurs pour que des mecs comme Martin Scorsese puissent réaliser des fantasmes que les studios n'étaient pas prêts à leur laisser commettre. Le cinéma est un art de la nouveauté et de l'expérimentation, et ces deux films en sont la parfaite synthèse pour moi aujourd'hui, et c'est pour cela qu'ils ont cette petite place d'outsiders. Deux films importants qui ouvrent le bal d'un top qui, je le pense, va être surprenant pour beaucoup d'entre vous. Voici donc ensuite le numéro 9. J'aime beaucoup Tarantino, comme énormément d'entre vous le savent certainement. Et même si je trouve ce film extrêmement difficile d'accès pour des novices, ou même pour des confirmés, ben moi il m'a touché en plein cœur. Une chose est sûre, le metteur en scène a surtout réussi à mettre en avant une maîtrise du cinéma, un témoignage d'une époque et surtout un bel hommage à tout un pan du cinéma qui lui était cher. Car si Tarantino a toujours parlé de cinéma au cœur de son œuvre, il a souvent eu du mal à pleinement transcender ses références. Et pour moi ici, il réussit à totalement aller dans cette direction. Le côté anecdotique de cette aventure permet à son œuvre de gagner en forme, de tenir sur toute sa longueur et surtout de réussir à mettre en relief une nostalgie qui fait presque mal au cœur lorsqu'on arrive à la fin d'un moment de cinéma purement et simplement déchirant et touchant. On sent de manière émouvante que Tarantino ne voulait pas simplement mettre en scène la fin des années 60, mais plus radicalement montrer une bascule de cinéma essentiel qui symbolisait pour le metteur en scène la fin d'une pensée, le début d'une décadence et peut-être la perte d'une innocence qu'il retranscrit parfaitement à l'écran. Un émouvant témoignage de pur cinéphile qui nous transperce de bout en bout et qui n'arrête pas de nous toucher là où il faut. Voici donc, pour continuer, le numéro 8. J'ai vu ce film le 2 janvier. Et encore aujourd'hui, je me souviens au détail près de certaines images. Ryusuke Hamaguchi m'avait totalement séduit l'année dernière avec sa série cinématographique Senses, pour donner lieu ici à un conte romantique et onirique sous la forme d'une grande fresque poétique et humaine qui nous transperce de bout en bout pour un instant de douceur qui encore aujourd'hui me transperce le cœur. Rares sont les moments de cinéma qui laissent une telle trace dans le cœur des spectateurs et je pense profondément que le metteur en scène japonais a réussi à mettre en relief tout ce qui fait la force d'une grande et belle fresque humaine. Et surtout, une fresque sincère dans son développement des personnages. Hamaguchi développe un moment de cinéma qui réussit à totalement nous émouvoir, à totalement nous toucher, et à ne pas sonner comme un moment de 7e art un peu trop émotionnel, un peu trop pathétique, mais simplement humain et sincère. Et c'est cela qui m'a le plus marqué au bout du compte. C'est une œuvre tout simplement à la hauteur de cette femme et à la hauteur
de sa promesse de cinéma. Et maintenant, le numéro 7. Bien évidemment qu'il allait finir dans ce top, ce film, tellement la proposition de cinéma était belle et surtout soignée dans son registre extrêmement surreprésenté au sein de l'année 2019. Indéniablement, Todd Phillips a réussi à nous offrir tout ce qu'il fallait pour donner lieu à une œuvre qui sort clairement du lot dans sa catégorie, et franchement, de son prix à la Mostra de Venise à ses futures nominations aux Oscars et autres, on sent que ce long métrage a été calculé pour faire son petit effet dans les salles de cinéma. Joaquin Phoenix est extraordinaire de bout en bout de métrage et on sent que le metteur en scène, avec son fantastique directeur de la photographie, ont souhaité faire de ce morceau de 7e art bien plus qu'une simple petite expérience de cinéma. Mais avant tout, une belle proposition de cinéma qui sorte réellement du lot et qui donne lieu à quelque chose de rare et d'innovant dans son genre. Et c'est cela que l'on retient à la fin, d'un instant de cinéma presque suspendu dans le temps. Une belle fresque sur la folie, un brillant moment autour d'un anti-héros, un pari réussi et surtout risqué qui tient clairement le coup lorsque l'on arrive à la fin de cette œuvre marquante de l'année 2019. C'est avant tout cela, je pense, que l'on retiendra de ce film, qui deviendra sans le moindre doute une œuvre culte. Et maintenant, à nouveau des ex-aequo, les numéros 6. Pour le coup, j'ai choisi de les mettre à égalité, pas forcément pour leurs qualités respectives, mais surtout parce que pour moi, ils symbolisent tous deux une ouverture de la part de la production audiovisuelle et des spectateurs sur le cinéma international, autant européen qu'oriental. D'un côté, nous avons un film qui partait avec l'impression d'être un petit film d'auteur pompeux, voire même un film réservé à une certaine élite. Mais finalement, comme à son habitude, Bong Joon-ho a su totalement nous retourner le cerveau, pour nous embarquer dans une œuvre de cinéma complètement folle, un méga trip cinématographique et ambitieux dans son genre qui donne lieu à une œuvre sociétale et moderne qui est totalement magique. Et de l'autre, un metteur en scène espagnol totalement déjanté qui nous offre une œuvre politique, moderne, ambitieuse et complètement folle, qui se tient de bout en bout par une maîtrise de son sujet, par un acteur totalement parfait en tête d'affiche, rappelant simplement que le dernier long métrage de Rodrigo Sorogoyen n'était que le début d'une démonstration de force totale d'un metteur en scène de génie. Deux longs métrages totalement fous dans leur démarche et totalement magiques dans ce qu'ils proposent en termes de cinéma et ce qu'ils nous offrent à nous spectateurs. Je ne pouvais pas les dissocier, simplement les rapprocher tant finalement, dans leur démarche, ils sont identiques. Et maintenant, on va rentrer dans le top du top, les meilleurs films de l'année, les 5 premiers, à commencer par le numéro 5. Il y a des films où parfois je débarque dans la salle en ne sachant rien de l'histoire. Pour celui-là, ce fut parfait, tant je considère dès la sortie de la salle, et encore aujourd'hui, que ce film est un chef-d'œuvre. Faire une proposition originale de cinéma, à partir d'un genre extrêmement codé et difficile, et franchement, j'ai vu beaucoup de metteurs en scène se péter totalement les dents sur ce genre de sujet. Mais pas le cinéaste allemand Ulrich Köhler, qui m'a offert ici une claque dès le début d'année. Franchement, c'est un long métrage parfait de bout en bout que le metteur en scène allemand nous propose. Et pour le coup, j'ai trouvé chaque moment de ce film extraordinaire. Je ne vous dirai pas totalement pourquoi, parce que je vous spoilerai tout ce qui fait la saveur de cette œuvre fantastique. Disons simplement que si la partie drame humain pourra vous rebuter, elle réussit à vous préparer magnifiquement à la deuxième, qui m'a totalement convaincu et qui m'a bouleversé de bout en bout pour donner lieu à un pur classique du cinéma moderne. Un chef-d'œuvre que je garderai longtemps en mémoire tant il m'a marqué profondément dès son premier visionnage et il ne cesse de le refaire depuis que je n'arrête pas de le regarder chez moi. Et maintenant, le numéro 4. L'horreur a eu une confirmation en 2019. La confirmation qu'elle n'était plus entre guillemets sur des sentiers battus et rebattus, mais simplement dans un cinéma indépendant qui cherchait avant tout à faire frissonner avec de la nouveauté. Ari Aster a confirmé la vague que Robert Mitchell et Eggers ont lancée et confirmée également depuis maintenant 2 ou 3 ans. L'horreur et l'épouvante
viennent avant tout d'un œil profondément humain et surtout terriblement viscéral, qui prend la forme ici d'un méga-trip horrifique, juste parfait de bout en bout. Confirmé par le biais de sa version longue juste extraordinaire, Midsommar est un immense fragment de cinéma d'épouvante et d'horreur qui donne lieu non seulement à une œuvre visuellement époustouflante, dramatiquement parfaite et narrativement ambitieuse, mais surtout a permis à la jeune Florence Pugh de confirmer son charisme et son élégance au cœur d'un long métrage qu'elle domine totalement. Bien plus qu'un grand moment de cinéma d'épouvante, c'est avant tout un morceau important de cinéma que nous a offert le metteur en scène américain au travers de son deuxième long métrage, preuve d'une carrière qui s'annonce complètement folle. Un grand moment de frisson mais également d'émotion qui restera longtemps dans ma mémoire et également dans ma DVD tech. Maintenant, les trois meilleurs films de l'année 2019 selon moi, à commencer par un numéro 3 que je n'ai vu nulle part ailleurs en fait. Difficile parfois de rester objectif face à une œuvre de cinéma qui cherche à brasser la vie avec ce qu'il y a de plus réaliste et de plus touchant de manière aussi directe. Car avec ce film, ce fut le cas et c'est ce qui m'a profondément marqué. Wang Xiaoshuai a mis près de 3 ans à construire cette immense fresque cinématographique humaine qui brasse dans la foulée pas loin de 40 ans d'histoire de Chine, s'inscrivant parfaitement dans la vague chinoise qui parcourt nos salles depuis maintenant une petite dizaine d'années, pour mon plus grand plaisir. Ainsi se pose son nouveau long métrage, une fresque épique et romantique sur l'amour d'un enfant par ses parents, mais également sur un pays et sur une mentalité profondément complexe à cerner parfois pour nous occidentaux, pour donner lieu à un extraordinaire portrait humain, une œuvre fantasmagorique et intense qui nous transperce de bout en bout pour un grand moment de 7e art qui m'a laissé un souvenir totalement impérissable. Je me souviendrai longtemps du visionnage d'un film qui de bout en bout, du haut de ses 3 heures, ne cesse de se réinventer et d'une bien belle manière par là même. Un immense moment de cinéma qui révèle à quel point le cinéma chinois a enfin réussi à percer une espèce de fine barrière qui l'a séparé de certains autres films internationaux en France et qui démontre surtout sa suprématie sur l'année 2019. Maintenant, le numéro 2. J'ai failli mettre Ad Astra. Mais je me suis rappelé qu'il y avait une autre expérience de cinéma qui m'avait marqué et qu'elle ne se passait pas dans l'espace. L'ex-youtubeur Joe Pena a imposé au début de l'année un énorme morceau de cinéma survival et hardcore qui aujourd'hui me rappelle des souvenirs de Gravity ou de All Is Lost, tant j'ai la sensation que le tout jeune metteur en scène a voulu créer une expérience de 7e art pour le moins unique et forte. On sent qu'au bout du compte, le jeune cinéaste a voulu se servir de tous les outils possibles pour construire une œuvre unique et intense qui aura totalement marqué les esprits et qui reste encore aujourd'hui un moment fondateur de cette année pour moi, une révélation et la découverte d'un jeune cinéaste qui comprend énormément de choses au 7e art. Je vous le dis, la suite de la carrière de ce jeune et fantastique metteur en scène sera fortement à suivre au vu de la puissance de son œuvre et de la maestria de sa maîtrise de la mise en scène. Un immense fragment de cinéma qui a marqué profondément mon année 2019 et qui a failli avoir la première place. Mais, quasiment dans le même laps de temps, il y a un autre film qui est passé et je l'attendais, mais je ne m'attendais pas à être aussi marqué par celui-ci. Voici donc mon numéro 1. Franchement, dès mon premier visionnage, je suis ressorti bouleversé de la salle. Et je pense pas que c'est Léopold qui va me dire le contraire là-dessus. Adam McKay s'était imposé comme un outsider dans le genre il y a maintenant 4 ans, en apportant au cinéma économique un morceau de 7e art bouleversant et renversant, mais alors ici il a su totalement s'imposer comme un auteur de génie, un brillant cinéaste politique et moderne qui aura largement forgé la puissance de l'année 2019 selon moi. Il a réussi à faire de la vie d'un homme politique avide de pouvoir et de domination, une fresque moderne terriblement acerbe et critique sur un monde que certains ignorent totalement, mais qu'il a choisi dans son envie et sa passion du cinéma de rendre accessible. Bien plus qu'une grande œuvre, bien plus qu'une grande satire, une grande comédie, un grand drame humain, c'est avant tout un chef-d'œuvre.
Un film tout simplement exceptionnel de bout en bout, qui restera pour moi un moment fondateur d'une année cinématographique riche, dont il ressort comme la synthèse parfaite, une synthèse qui rappelle à quel point le cinéma est avant tout un art de comprendre l'être humain et d'en extraire une sève inattendue. Celle que le cinéaste américain a réussi à extraire ici est tout simplement renversante de puissance et de justesse de bout en bout. Et c'est cela que je choisis de garder en tête, en attendant de voir ce qu'Adam McKay nous livrera par la suite. Une chose est sûre, Vice est bien au chaud dans ma DVD Tech et je peux vous assurer qu'il va y rester très longtemps. Et vous alors, c'est quoi vos 10, 15, 20 ou 5 meilleurs films de l'année? N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je regarderai ça et on pourra débattre parce que je pense que vous allez avoir des choix surprenants, croustillants, gratinés ou tout simplement logiques. Et d'ici là, on se retrouve demain pour continuer cette peut-être magnifique semaine de top.